Chers téléspectateurs, bonjour, heureux de vous retrouver dans cette émission de Vox Hebdo sur Vox TV et aussi sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok. Sont avec moi Alphonse Ndongo, journaliste indépendant spécialisé dans les questions économiques, Albert Mianzoukuta, directeur des publications de la Semaine africaine, et Spline Arambungu, rédacteur en chef à la radio rurale congolaise. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue à ce plateau de Vox Hebdo. Nous serons ensemble pour décrypter le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en tant que 47e président des États-Unis, la tenue de la session du comité du dialogue social et les attentes des partenaires sociaux sur l'action du ministre des Finances. Le décor étant donc planté, nous allons aborder notre premier sujet relatif au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nos libertés, la destinée glorieuse de notre nation ne seront plus niées et nous allons immédiatement restaurer l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement américain. Ces 8 dernières années, j'ai fait face aux pires difficultés qu'aient connues les présidents américains dans notre histoire et j'ai beaucoup appris pendant ces années. Ce voyage pour remettre en place la République américaine n'a pas été facile, mais je peux vous dire que ceux qui ont essayé de combattre notre cause, essayé de prendre ma liberté et même de prendre ma vie, c'est pourquoi chaque jour, sous notre gouvernement de patriotes américains, nous ferons en sorte de travailler avec dignité, pouvoir, puissance et force pour lutter contre toutes les crises, pour ramener l'espoir, la prospérité, la sécurité, la paix pour les citoyens de toute race, toute religion, toute couleur et de toute croyance. Toute entrée illégale sera immédiatement arrêtée et nous avons immédiatement commencé à renvoyer chez eux des millions de criminels chez eux, dans les pays dont ils viennent. Nous allons remettre en place notre politique Remain in Mexico, rester au Mexique. L'Amérique va redevenir une nation qui produit. Et nous avons quelque chose que n'ont jamais les autres pays industrialisés, avec plus de pétrole et de gaz que n'importe quel autre pays dans le monde. Et nous allons nous en servir. Nous allons faire diminuer les prix, nous allons remplir nos réserves stratégiques au maximum une fois de plus et exploiter toutes les sources d'énergie américaines et les vendre partout dans le monde. 45e président, maintenant 47e président des États-Unis. Donald Trump fait donc son retour à la Maison-Blanche après avoir passé 4 années de turbulences, d'affaires avec le tribunal. Nous pouvons dire que, peut-on le considérer comme un personnage atypique, Albert? Oh oui, assurément, c'est un personnage atypique. Son arrivée au pouvoir est atypique aussi en elle-même, puisque c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire des États-Unis d'Amérique qu'un candidat ayant été président se représente et donc obtient la magistrature suprême dans ce pays. Un pays réputé de démocratie. Or, Donald Trump, par son arrivée, introduit aussi pas mal de ruptures antidémocratiques ou anticonstitutionnelles en tout cas. Il a pris une série de mesures dès le jour de son investiture, 27 je crois, et dans lesquelles se mêlent pêle-mêle, c'est nous qui le disons, mais un tout petit peu de vengeance sur ceux qui l'ont hué, qui l'ont maltraité. C'est ça de promesses de combat. Oui, qu'il a commencé à concrétiser. Et donc, c'est un personnage assurément atypique qui vient, mais avec les qualités de ses défauts. Il est turbulent, il est volontariste, il est virulent, même dans son propos, aucune atténuation des expressions qui nous ont fait sursauter la fois d'avant. Certes, il n'a pas redit pour notre continent que nous étions constitués de pays de merde, c'est vrai, mais ce qu'il a dit
ça n'était pas plus flatteur que ça, pas davantage mieux à prendre en compte. Mais enfin, bon, bref, c'est un président qui s'installe, il s'installe et il introduit une rupture aussi dans l'ordre mondial. Vous savez, c'est pas tous les jours que nous assistons à un président qui arrive au pouvoir aux États-Unis et qui obtient la trêve armée à Gaza, en Israël, entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça n'est pas tous les jours non plus que le président qui s'installe décrète tout de suite son retrait de l'Organisation mondiale de la santé, sa volonté déjà mise en pratique d'expulsion des millions de bras parfois illégaux qui constituaient jusque-là une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci aux États-Unis, les immigrés. Et donc, voilà, nous assistons à un monde nouveau. Ok. Je me souviens sur ce plateau que vous attendiez ou vous souhaitiez que Donald Trump revienne au pouvoir. Et là, il est revenu. Vous vous sentez comment maintenant? C'est vrai que je suis pas américain, mais bon, comme les États-Unis quand même, c'est la première puissance mondiale, on est tout de suite impacté par les décisions qui viennent des États-Unis. Prenons par exemple celle qui concerne l'inondation à très brève échéance des produits pétroliers américains, dont moi, en tant qu'Africain, Congolais, je suis en droit de me poser la question si nos objectifs en termes de mobilisation des recettes pétrolières tiennent encore tel que cela a été prévu, étant donné que la demande sur ce point va être certainement rétrécie et par conséquent, donc, le marché va évidemment ralentir au niveau de la vente des cargaisons de pétrole. Donc, vous voyez que Donald Trump, si l'on pour répondre à votre question, pour moi, moi j'aime son style, c'est quelqu'un qui est direct, Albert le trouve un tout petit peu atypique, mais c'est ça même, le prototype américain. Il fait ce qu'il a. Il fait ce qu'il a prévu. Il a promis, n'est-ce pas, pendant les campagnes que bon, lui, cette histoire de LGBTQ bon, il va éventuellement y mettre fin, peut-être pas mettre fin, mais qu'il va se démarquer de cela, ce qu'on n'a pas encore vu, n'est-ce pas, lors du passage de ses prédécesseurs. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui dit et qui le fait pour le bien de son pays, hein, parce que c'est quoi? Marquer la suprématie américaine, on peut le taxer de toujours avoir des théories ou alors des systèmes suprémacistes, mais il le fait pour le bien, n'est-ce pas, de son pays. Et quand vous voyez en ce qui concerne l'actualité internationale, Trump a dit, écoutez, cette histoire de guerre Russie-Ukraine, je sais comment m'y prendre. C'est vrai qu'il avait parlé de quelques heures pour y mettre fin. Maintenant, on sent que ça va quand même vers des mois, mais on sent une espèce de détente avec Poutine, qui lui aussi est disposé à rencontrer Trump, tout autant que Trump a marqué son adhésion à faire que il y ait quand même une rencontre entre lui et Poutine. Donc, pour moi, cela contribue à l'apaisement au niveau mondial. Donc, pour moi, Trump, c'est quelqu'un, oui, Albert a essayé d'effleurer la question, pays de merde, comme il nous avait taxé. Cette fois-ci, il ne l'a plus dit, mais est-ce qu'il ne dit pas vrai? Quand nous sommes dans des pays où tantôt vous n'avez pas d'eau, tantôt vous n'avez pas de courant, tantôt vous n'avez pas de carburant, alors on est en droit, ce n'est pas parce que c'est un blanc qui le dit, mais est-ce que ce n'est pas vrai de manière générale en Afrique? Parce que les problèmes que nous vivons au Congo, c'est quasiment les mêmes problèmes partout. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a un style direct et qui sait aussi comprendre qu'en tant qu'homme d'affaires, il respecte peut-être le vieux dicton populaire qui dit chez nous, c'est lui qui porte un plateau d'œufs sur la tête, ne cherche pas la bagarre. Et c'est pourquoi vous voyez que il a une approche beaucoup plus assez complaisante, entre guillemets, avec par exemple Kim Un-jong, hein, le président sud-coréen, qu'il qualifie de quelqu'un de très intelligent. Et nous sentons que Trump, c'est ça, il travaille avec les forts et il essaie de combiner avec eux pour que il y ait la paix dans le monde. Oh, c'est bien la paix. L'Afrique peut-elle attendre quelque chose de bien avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Oh, pas du tout. On ne peut rien attendre de Donald Trump. Déjà, lorsque Obama était là, qui a des origines africaines, qu'est-ce que nous avons eu d'Obama? Presque rien. En dehors de son voyage qu'il avait effectué, parce que le voyage peut aussi honorer un continent. Mais Trump,
il ne faut s'attendre à rien parce que lui, c'est un homme d'affaires. Et se poser aujourd'hui la question, est-ce que l'Afrique fait les affaires? L'Afrique n'est pas encore arrivée à cette étape-là. Mais c'est l'occasion pour l'Afrique de se réveiller, non? Eh bien, l'Afrique pourra certainement se réveiller, mais Trump n'aura que 4 ans pour ça. Est-ce qu'en 4 ans, l'Afrique va se réveiller pour qu'il tire la gouvernance, disons, la période de Trump pour pouvoir? Moi, je le crois. L'Afrique doit continuer, doit faire ce qu'elle vient d'entamer, c'est-à-dire qu'elle s'est tracé une voie. Elle s'est tracée une voie. Bref, l'Afrique ne peut rien s'entendre de Trump. Pourquoi? Mais parce que Trump, lui, c'est l'unilatéralisme. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est un peu le contraire. Et le contraire, c'est le multilatéralisme. C'est pourquoi je dirais que l'Afrique ne doit rien s'attendre de Trump. Oui, on pense, comme j'ai dit, ça devait être une opportunité pour les pays africains d'apprendre à compter que sur leurs propres efforts. Et justement, il faut que, parce que Trump, lui, ne coopère qu'avec celui-là qui lui apporte quelque chose. Mais il faut que l'Afrique apporte quelque chose. Je prends le cas du Congo. Nous avons été admis à la loi. Oui. Il y a un avantage dont on n'arrive pas à se saisir parce que nous ne produisons. Donc, les États-Unis, quelle que soit l'administration, nous donnent des opportunités. Mais nous ne sautons pas sur les occasions. Et certainement que l'Afrique doit se réveiller puisque nous avons choisi pour le multilatéralisme. Ça veut dire que nous pouvons, avec, par exemple, la Turquie, développer un système informatique qui peut transformer nos produits. Avec tel autre, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Donc, c'est à l'Afrique de chercher ce qu'elle peut avoir d'une administration Trump. Mais Trump ne peut pas aujourd'hui dire, bon, l'Afrique, moi je te donne ceci, moi je te donne cela. Ok, c'est l'Afrique qui doit chercher ce qu'il doit offrir à l'Amérique, comme a dit Spline. Nous constatons que les pays africains sont toujours là dans la position de recevoir l'aide au développement. Mais je crois qu'avec l'arrivée de Trump, les rapports vont changer. Nous allons passer à notre deuxième sujet sur la tenue de la session du comité du dialogue social qui s'est tenue du 20 au 21 janvier. L'ouverture le 20 janvier de la session du Comité national du dialogue social a permis à son président, le Premier ministre, de rappeler les avancées déjà obtenues 2 ans après la tenue de la session de 2023. Pour mettre en œuvre un tel dialogue constructif, au moins 2 éléments de contexte me paraissent nécessaires et utiles d'être rappelés ici. Le premier, et sans vouloir entrer dans l'exégèse du discours du président de la République devant la représentation nationale, est de poser que, dans un contexte économique et financier particulièrement difficile, plusieurs avancées ont néanmoins été enregistrées sur le plan social au cours de l'année qui vient de s'écouler. Au nombre de celles-ci, l'on peut indiquer le recrutement de 25 000 jeunes à la fonction publique au titre des campagnes cumulées de 2019 à 2023. 10 000 autres jeunes y étant encore attendus au titre de la campagne de 2024. Le Premier ministre a aussi saisi cette opportunité pour fixer les objectifs de cette nouvelle session. Plusieurs questions que nous allons examiner au cours de la présente session du Comité national du dialogue social sont en lien étroit avec l'objectif d'améliorer les conditions de travail en 2025. Je voudrais donc nous inviter tous à la lucidité et au réalisme qui ont toujours caractérisé nos travaux. Je voudrais en outre, en ce début de l'année 2025, réitérer l'engagement du gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux
organisations professionnelles d'employeurs comme de travailleurs, à mettre en œuvre les différentes recommandations que nous prendrons ici afin de promouvoir un monde du travail plus radieux où règne la paix sociale. Les conclusions de cette session du Comité national du dialogue social sont attendues le mardi 21 janvier. Alors, Spline, quand on regarde le fonctionnement ou la mise en place de ce comité de dialogue social, peut-on penser que le climat social est réellement apaisé? Ce qui est plus important, c'est féliciter le gouvernement de persister sur ce dialogue. Parce que il n'y a que le dialogue. Et beaucoup de choses, depuis que ce processus a été engagé, il y a eu beaucoup de gains. Beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent encore à faire. Certainement que la question, c'est par rapport aux choses qui restent encore à faire. Mais le plus important, c'est ce qu'on a déjà obtenu. Qu'est-ce qu'on a déjà obtenu au travers de ce dialogue-là qui peut être comme rassurant pour les deux côtés? Oui, vous savez que lorsque nous allons à un dialogue, on n'y va pas pour obtenir à 100% ce qu'on cherche. Quand je prends l'exemple de ceux-là qui revendiquent les salaires, de ceux-là qui revendiquent les pensions, de ceux-là qui revendiquent la dette intérieure. Vous ne pouvez pas obtenir ça à 100%. Mais la première des choses que vous allez obtenir du dialogue, c'est cette transparence-là que vous obtenez. C'est-à-dire qu'à partir de ce dialogue, vous avez déjà au moins une idée sur comment la chose publique est gérée. Et par rapport à ça, vous allez comprendre aussi les efforts qui ont été effectués, qui ont été faits par les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, on pouvait se retrouver avec un pays pratiquement dans une situation salariale plus difficile qu'aujourd'hui. Vous savez que ce qui se passe en dehors des sociétés, des établissements publics, mais lorsque vous prenez l'administration publique, donc la fonction publique, il y a presque pas d'arriérés de salaire. Les établissements publics, il y a peu d'arriérés de salaire. La situation pouvait être pire que ça. Et c'est pourquoi je dis que le dialogue, il faut le soutenir, il faut qu'on considère que cette transparence, que cette vérité-là, qui sort du dialogue, est déjà le gain qui fait aujourd'hui la situation sociale soit beaucoup plus tranquille. Rappelez-vous que dans d'autres pays, il s'est passé des choses. Des choses pourquoi? Mais parce qu'il a manqué ce dialogue social. Je prends l'exemple. Ok, Albert, le dialogue social. On était obligé d'instaurer tout un comité pour que, comme Spline a dit, qu'il n'y ait plus de retard dans les salaires, que le climat soit apaisé. On avait besoin. Oui, c'est la première vertu du dialogue, c'est justement d'apporter l'apaisement. Parce que, par définition, le dialogue, DI, veut dire donc deux parties qui se mettent d'accord pour parler. Se parler et non pas à travers des casseroles qu'on se jette à la figure ou des tirs de sommation les uns sur les autres. Donc déjà ça c'est la vertu première et elle apaise cette vertu le climat entre deux parties qui ne s'entendent pas sur des points ou un point essentiel. Donc ça c'est une des premières vertus. Alors fallait-il ou ne fallait-il pas
nous avons connu dans notre pays beaucoup d'épisodes violents, beaucoup d'épisodes tumultueux, et je pense que c'est parce que il a manqué, premièrement, d'un dialogue que nous en sommes arrivés là. Deuxièmement, que ce dialogue ne s'est pas annoncé avec suffisamment de force pour s'imposer à tous comme étant la voie de sortie de ce que nous avions comme contentieux, électoraux, politiques, économiques, sociaux. Donc, ce dialogue social-ci s'ajoute à ces dialogues-là et, sans être prophète, je m'attends à ce qu'il y ait, ce mot-là soit un mot qui soit utilisé dans les jours qui viennent avec beaucoup plus de répétition, parce que justement nous approchons d'une période cruciale dans le pays avec des élections présidentielles dont on ne sait à peu près rien, et donc qui devrait amener les uns et les autres à puiser dans la sagesse de la tranquillité en disant nous avons puisé dans les affres de la guerre, nous n'avons rien obtenu, nous puisons maintenant sur l'autre versant. J'espère que cela va nous amener à cette sagesse-là. Donc voilà, ne fallait-il pas mieux vaut peut-être se risquer à la tranquillité que essayer de toucher à la guerre qui, elle, n'arrange rien. Ok. Alphonse, dialogue social. Est-ce que ce dialogue, peut-on penser que les travailleurs, y trouvent-ils leur compte? Est-ce que ce n'est pas qu'au gouvernement, ça profite plus au gouvernement, puisque le travailleur, quand il a travaillé, il a besoin de recevoir son gain? Bon, au regard de la conjoncture, je pense qu'il me paraît tout à fait utile que le gouvernement essaie d'utiliser des passerelles en sa possession, notamment donc le dialogue, pour rassurer, pour essayer d'apaiser. Vous savez très bien qu'on a une année de la présidentielle, et qui dit élection dans les pays africains et dans notre pays, ça renvoie parfois à beaucoup de mauvaises choses que nous avons déjà vécues. Et comme la situation, on le sait, sociale des travailleurs n'est pas franchement favorable, je crois que le gouvernement essaie de jouer sa partition, mais seulement dans des conditions parfois assez difficiles, puisqu'on sait que on est quand même dans une situation financière et économique assez difficile. Mais il y a des solutions, ou alors des passerelles, par exemple, quand nous prenons le cas de la CAMU, là, les travailleurs, ceux qui sont dans le secteur pétrolier, par exemple, ou bien dans les grandes institutions comme le secteur des télécoms et des banques, demandent à l'État de pouvoir voir le taux qui est appliqué, qui est de 6,83%, ajouté à cela 0,5% de solidarité, en disant, bon, nous sommes déjà pris en charge par nos employeurs, et ce que l'État est en train d'initier ne tourne pas en notre faveur, parce que nous ne bénéficierons pas des mêmes avantages, des meilleurs plateaux techniques que nous offrent nos employeurs aujourd'hui. Donc, c'est des questions qui me paraissent très importante, et le gouvernement fait bien de créer, n'est-ce pas, de relancer le comité national du dialogue pour essayer d'apporter un espoir. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un espoir, et essayer de tendre l'oreille aussi pour écouter les plaintes des travailleurs. Mais nous savons, et ça je dois peut-être le rappeler à Spin, oui, c'est vrai que de manière générale, les travailleurs de la fonction publique diront, oui, nous, on est payés à date pratiquement échu. Bon, il n'y a pas d'arriéré, mais cependant, ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est-à-dire ceux qui touchent au niveau des directions départementales du Trésor, ceux-là, on sait très bien qu'ils accusent, je crois déjà 3 mois d'arriéré de salaire. Donc, il y a des situations comme ça, il va falloir que, à un moment donné, au-delà du dialogue, mais que l'État essaye aussi, pourquoi pas, de donner l'impression qu'il veut vraiment résoudre ces problèmes. Lorsque vous voyez dans la loi des finances 2025, vous voyez une hypertrophie des dépenses de fonctionnement de certaines institutions, et pendant que cet argent, on aurait pu
réduire à une portion congrue le fonctionnement de certaines institutions afin que nous nous adaptions à la conjoncture et pour résoudre les problèmes des travailleurs. Donc cela, c'est aussi des questions qui pour moi restent sans réponse et on peut bien se poser des questions lorsque le gouvernement va donc à ce genre d'initiative. Est-ce qu'il a vraiment toutes les armes en main pour convaincre? Oui, la plupart d'entre vous a parlé du bienfait de ce dialogue. Mais nous rappelons aussi que la fin de l'année 2024 a été un peu agitée avec des multiples problèmes. Hein. Finalement, ce dialogue, c'est comme s'il n'existait pas. Albert? Le dialogue n'était déjà pas lancé à cette époque, donc l'agitation... Mais le comité est là, qui regarde toutes ces questions-là. Oui, et dans tous les cas, en matière d'apaisement social surtout, inutile de pinailler sur... je vous reconnais là, qui avait toujours l'aiguille pointée sur le curseur précis de, vous voyez, hein, la quinzaine gouvernementale, nous en parlions l'autre fois. Oui, et donc, voilà, nous ne sommes pas là, mais voilà. Donc, est-ce que c'est 15 jours, c'est 20, c'est... Tant que le dialogue est lancé, tant que le lancement, le principe de son lancement et de sa tenue est acquis des deux parties, donc, que ce soit le gouvernement ou les partenaires sociaux, réjouissons-nous-en. Mieux vaut cela que autre chose. L'année dernière, c'est vrai, a été très agitée, surtout vers novembre-décembre. Mais bon, voilà, nous sommes maintenant en 2025 avec de nouvelles dispositions et surtout avec une épée de Damoclès qui ne dit pas son nom, l'élection présidentielle de 2026. Et donc, en fonction de cela, toutes les ardeurs, nous devons les puiser là où elles sont pour que nous allions vers le mieux. Ok, le climat, on comprend, hein, on est en train de préparer 2026, qu'il n'y ait pas de grogne, qu'il n'y ait pas d'agitation, bon, pour que le président de la République soit bien élu. Nous allons observer une pause, nous allons continuer la deuxième partie, mais en attendant, observons une pause pour nous retrouver après.